parti. Alors, merci à toutes et à tous. Nous avons donc organisé le CFHA, le Comité français d'histoire de l'art, a souhaité organiser un débat sur un sujet d'actualité qui a été vu souvent peut-être parfois du côté des motions politiques tout à fait légitimes, des motions de passé, de mémoire, qui sont aussi tout à fait légitimes. Et nous avons souhaité, un tout petit peu après, en quelque sorte, les événements, organiser une libre discussion permettant de faire dialoguer des personnes venant d'horizons assez différents, à la fois par leur intérêt pour les statuts qu'on déboulonne ou qu'on ne déboulonne pas, pour le passé qui est parfois mis en cause, qui est visualisé de manière un petit peu trop imposante, parfois aussi par ces statuts, avec ce débat. Je vais vous laisser la parole. On a déjà commencé avec un petit peu de retard. Je crois qu'on est 83, 93 à suivre ensemble, ce qui prouve le succès de ce débat et aussi une attente, parce que nous étions juste 60 à peu près au comité, à l'Assemblée générale du Comité français d'histoire de l'art. Je tiens à remercier tous les participants qui ont répondu très gentiment et très favorablement à cette discussion, alors que parfois ils sont peut-être contactés par des personnes qui sont un peu loin de leur horizon, et à Claire Barbillon qui a accepté de le modérer. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant Claire qui a la main et qui peut donc aussi couper, partager, faire avancer le PowerPoint, qui peut aussi couper le micro, parce qu'on a vu que parfois tout le monde n'est pas totalement à jour sur les techniques de Zoom, et on peut le comprendre. Je rappelle que nous sommes enregistrés. J'enverrai après un mail aux différents participants pour leur demander un accord pour que cet enregistrement soit mis en ligne sur la chaîne YouTube du CFHA. Il est prévu qu'il y ait d'abord un débat au sein des différents participants, qui sont déjà relativement nombreux, mais c'est très bien, et que peut-être vers 19h30, 19h40, les questions de ce qu'on appelait une salle, qui est ici une salle virtuelle, puissent être posées aux différents participants. Je remercie beaucoup Cheng Yingpeng, secrétaire adjoint du CFHA pour le Zoom organisation, et Claire Barbillon. Claire, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Olivier. Je voudrais d'abord savoir si vous voyez mon écran. Est-ce que vous pouvez faire un signe de tête? Voyez-vous le titre du débat s'afficher sur l'écran? Oui, on voit très bien. Oui. Parfait, donc ça c'était une précaution. Maintenant, je voudrais saluer le dynamisme du CFHA. Je regrette beaucoup de ne pas avoir rejoint cette instance il y a déjà quelques heures, mais malheureusement je ne le pouvais pas. Mais je trouve que c'est tout à fait formidable d'avoir réuni autant de personnes et d'avoir eu l'initiative de ce débat. Alors, quand Olivier Bonfait m'a parlé de cette table ronde, je dois vous dire que ce qui m'a semblé vraiment intéressant dans l'annonce du débat, c'est son titre et la manière dont finalement ce titre inscrivait la perspective des événements de déboulonnage ou de dégradation dans des pratiques plus anciennes. C'est important pour moi parce qu'il me semble que beaucoup des débats qui ont cours actuellement et des réflexions, tables rondes qui entourent le phénomène du déboulonnage s'en tiennent à l'actualité, qui est déjà en elle-même tout à fait passionnante, mais qu'il est extrêmement important d'inscrire tout cela dans une perspective historique. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que l'argumentaire proposé par le CFHA soulignait qu'il était souhaitable d'interroger la part de l'artistique autant que celle du mémoriel et de l'histoire. Et cela aussi, ça me semble très souvent manquer dans les débats qui touchent au déboulonnage des monuments publics. Il y a très souvent un très grand absent qui est le sculpteur lui-même, qui est l'artiste lui-même. Et le point de vue finalement formel, le point de vue esthétique, est souvent complètement absent, complètement occulté par les enjeux historiques ou mémoriels. Alors, pour achever cette petite introduction et avant de lancer le débat, je voudrais vous montrer quelque chose qui est mon seul petit montage d'images, qui est juste une petite histoire pour introduire la chose, histoire qui est bien connue d'un certain nombre de mes collègues qui sont dans la salle virtuelle, à savoir
finalement une histoire de déboulonnage, une histoire de destruction même, une histoire de fonte et de refonte qui a traversé tout le XXe siècle. Et ça me paraît emblématique de l'ancrage historique de notre débat aujourd'hui. Une sculpture d'une héroïne qui défendit la France contre les assauts de Charles Quint à Péronne. Cette héroïne du nom de Marie Fourré a été donc placée à Péronne même, à l'extrême fin du 19e siècle, sur une place. Vous la voyez en haut à gauche de l'écran. Elle a été vandalisée et déboulonnée une première fois pendant la guerre de 14-18 par les Allemands qui avaient placé sur le socle, après l'avoir détruite, un mannequin que vous voyez ici en bas de la carte postale qui se trouve à gauche, un mannequin bien sûr la ridiculisant. Le socle avait été maculé de toutes sortes de graffitis. Quand les Anglais sont entrés dans Péronne, ils ont enlevé du socle ce mannequin qui s'est trouvé donc comme cela mise à bas de son piédestal. L'œuvre a été remplacée quasiment à l'identique par une commande à un nouveau sculpteur, Guiran Rivière, alors que donc l'œuvre à l'origine était due au sculpteur Athanas Fossé. L'œuvre a été mise en place en 27. C'est une sculpture qui donc c'est un bronze qui a été à nouveau fondu pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il a fallu attendre 1996 pour qu'une commande soit passée à un troisième sculpteur, Michel Bonan. Vous en voyez le résultat sur la photographie de droite. Donc, ce que je voudrais simplement illustrer par là, avant et ouvrir le débat là-dessus, c'est sur le phénomène du vandalisme et de la destruction des statues qui traversent en fait l'histoire de la statuaire monumentale publique tout au long du XIXe siècle, et qui donc est ce phénomène récurrent qui finalement trouve l'écho dans les événements dont nous allons davantage parler aujourd'hui. Alors, je voudrais passer la parole évidemment à toutes les personnes présentes en saluant leurs horizons divers. Il y a donc parmi nous à la fois des historiens de l'art, des historiens, des sociologues et également évidemment un dramaturge en la personne de Dorcy Rugamba. Cette diversité aussi fait la richesse de la table ronde. Je pense qu'à votre première prise de parole, vous pouvez dire un ou deux mots pour vous présenter, même si le CFHA a pris soin de diffuser vos biographies, je crois, dans les documents qui ont été mis sur Internet. Et la première question que je voudrais soulever, c'est la question de la commande publique. En effet, les circonstances, les acteurs, les contraintes de la commande publique ne sont pas les mêmes au 19e, au 20e, au début du 21e siècle. Est-ce que l'un d'entre vous, plusieurs d'entre vous, vous avez envie de donner un exemple ou d'en dire un mot ? Qui prend la parole sur la commande publique ? Je viens de débuter pour lancer le débat. Merci Christelle. Donc Christelle Lezère, maître de conférence en histoire de l'art à l'Université des Antilles. Donc la commande publique, oui. Donc moi je parlerai plutôt des cas que je connais mieux, c'est-à-dire dans la Caraïbe et plus particulièrement la Martinique, et puisqu'on a eu plusieurs statues déboulonnées, dont les statues de Schulcher, plusieurs statues de Schulcher, et celle de Joséphine, en tout cas pour la Martinique. Effectivement, ce sont pour tous ces exemples des statuaires monumentales qui ont été des commandes publiques réalisées à plusieurs moments au XIXe siècle. Pour celle de Joséphine, puisqu'elle a été inaugurée en 1859
par la commande de Napoléon III. En fait, c'est vraiment sa commande participer à la politique mémorielle nationale menée par Napoléon III qui voulait, on va dire, revendiquer sa filiation avec Napoléon Ier et Joséphine, asseoir sa légitimité. Et donc, il y a eu plusieurs manifestations, plusieurs statues qui ont été érigées, particulièrement à la Martinique, puisqu'il voulait montrer son lien avec la Martinique, avec voilà, commande de la statue, des plaques, une plaque aux Trois-Îlets, un cadeau à l'église des Trois-Îlets. Donc, Trois-Îlets, c'est en Martinique, hein, c'est une commune en Martinique, d'une copie de Murillo, etc. Et puis d'autres, celle de Schulcher qui était à Fort-de-France, c'était aussi une commande publique qui avait d'abord été réalisée. Il y avait une première commande, si je me souviens bien, en 1894, c'est-à-dire 1 an après la mort de Schulcher. Donc là, c'était notre démarche, c'est-à-dire c'était une commande municipale, on va dire, pour continuer l'esprit de Schulcher 1 an après sa mort, commémorer le souvenir de Schulcher au moment où sa mémoire était déjà en train de... il venait de décéder. On voulait que plusieurs villes de la Caraïbe française aient son buste. Et puis après, le deuxième Schulcher est une commande plus contemporaine, celle d'une ville de Schulcher. Et tout l'intérêt, c'est que cette œuvre avait été réalisée non pas par un artiste parisien, puisque c'est le cas dans la Caraïbe. On fait appel à un artiste parisien qui était spécialisé dans la statuaire monumentale. Mais là, c'est vraiment une sculptrice martiniquaise qui était Lung Fu, qui était une sculptrice, la première femme sculptrice de la Martinique, qui avait donc en 1960-70 réalisé plusieurs bustes de Schulcher. Voilà, donc on a à chaque fois des commandes publiques à différents moments avec différents enjeux, et on voit toute l'évolution aussi mais par exemple les deux Schulcher, on voit des différences de traitement dans la présence d'allégories ou pas en fonction des moments. Tout à fait. Merci beaucoup Christelle. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, Clarisse, j'ai l'impression qu'il faudrait brancher le micro. Voilà, c'est parfait. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Clarisse. Est-ce qu'on pourrait avancer aux images des cas un peu, en changeant d'horizon et en nous déplaçant vers les États-Unis? Je pensais prendre deux exemples en fait sur le territoire américain. Donc comme ça, je trouve ça assez intéressant de les mettre en perspective avec les statuts dont vient de parler Christine Lozère. En pensant, voilà, le Thomas Ball, c'est un des exemples avec lequel je pensais commencer en montrant la complexité en fait de la commande publique et des enjeux qui rassemblent non seulement le sculpteur et souvent l'architecte avec lequel il travaille ou même son atelier, mais aussi les gens, ceux qui financent, les souscripteurs, ainsi que toutes les personnes, le commanditaire qui fait aussi partie de ce réseau d'acteurs de la commande. Et dans le cas du Thomas Ball, ce qui est intéressant, c'est un monument qui est érigé à Washington, D.C., à Lincoln Park. C'est un monument qui a été érigé en 1876, donc vraiment la fin de la période de la reconstruction après la guerre civile américaine. Et ce monument a été financé, c'est un des premiers monuments financés par la communauté afro-américaine. Et c'est assez intéressant et ça fait aussi l'enjeu des débats aujourd'hui parce que bien qu'il ait été financé par d'anciens esclaves qui se sont battus dans l'Union, qui ont fait partie de l'Union lors de la guerre civile, ils n'ont pas eu de droit de regard sur l'iconographie du monument. Donc, en fait, ça montre bien la complexité que la personne qui finance n'est pas nécessairement la personne qui dessine, qui conceptualise le monument. Et ici, c'est un monument qui est devenu très polémique aujourd'hui parce que, bien évidemment, il montre cette dichotomie entre Lincoln érigé, habillé, et l'esclave affranchi qui est à genoux,
à moitié dénudés. Et donc, plus qu'un monument à l'émancipation, on le voit aujourd'hui comme un monument à la domination. Et donc, ça montre un petit peu les enjeux compliqués de cette commande publique. Et à droite, je vous ai mis l'image du retrait du groupe de Thomas Ball qui se trouve à Boston. Donc, il y a une réplique qui a été faite quelques années après, en 1879. Et l'été dernier, la Boston Art Commission a décidé de retirer ce monument de l'espace public. Donc, ça montre un peu quels sont les enjeux assez compliqués. Celui de Washington DC est toujours en place. Et comme on pense un peu à cette commande publique dans la durée, j'aimerais qu'on aille peut-être à l'image suivante, Claire, qui nous montre un autre cas du 21e siècle, là, du coup. Donc, on part du 19e. Et c'est le cas de Fred Wilson, qui est un artiste qui s'est fait connaître, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, dans les années 1990 avec des projets qui s'appelaient Mining the Museum, donc vraiment repenser comment les collections sont présentées dans les musées, qui sont les absents dans ces objets. Et en 2007, il était appelé par une organisation à Indianapolis qui s'appelle le Indianapolis Cultural Trail. Donc, c'était une organisation qui repensait la ville et les réseaux cyclables, de pistes cyclables et piétonnes pour dessiner un monument pour la ville. Et comme vous le voyez avec l'image de droite, Wilson s'est inspiré du monument du Soldiers and Sailors Monument, qui était déjà dans la ville, un groupe du 19e siècle, et l'allégorie de la paix. Et on a extrait cette figure que vous voyez en bas, cet homme noir en position encore soumise. Mais lui, il l'a extrait et il l'a inséré sur un socle, comme vous voyez à droite, qui est légèrement élevé, donc en position un peu plus active, avec un drapeau érigé dans la main, et en reprenant cette idée de E pluribus unum, qui était l'inscription sur le bouclier que vous voyez de l'allégorie à droite. Et ce projet a été débattu, encore une fois, et rejeté par la communauté afro-américaine d'Indianapolis. Donc, c'est assez intéressant de se demander, de prendre la part que ce n'est pas seulement l'artiste, mais également le public, le contexte dans lequel s'insèrent ces monuments. Merci beaucoup. Est-ce qu'un autre participant souhaite intervenir sur la commande publique? Oui, bonjour. Bonjour. La parole est à vous, Dominique Taffin. Enfin, oui, juste un petit mot, effectivement, pour poursuivre un petit peu dans le sens de ce qui vient d'être expliqué, en revenant sur le cas de la statue de Joséphine, qui est effectivement très, très intéressant et je suppose sur lequel on va revenir dans les questions suivantes, hein, sur cette évolution, c'est de penser aussi que justement au moment même, donc cette statue a eu un petit peu de mal quand même à sortir de terre, parce qu'en réalité, voilà, c'est la conjonction effectivement d'une initiative locale avec notamment le conseil municipal, là, conservateur, on est sous le Second Empire, et effectivement, elle est adoubée en quelque sorte par Napoléon III, hein, qui donne une petite contribution, mais qui n'est pas finalement si importante financièrement que cela pour construire le monument. Et au moment de sa construction, la question du choix du matériau, hein, qui est du marbre blanc, comme on le voit, a été un vrai enjeu aussi, parce que sous les tropiques, on se disait quand même qu'une statue peut-être en bronze serait un peu moins fragile qu'une statue en pierre, mais évidemment la question de la couleur a immédiatement orienté en fait le choix. Et donc on voit bien qu'il y avait aussi un enjeu évidemment de ce que pouvait signifier cette statue, bon, la figure évidemment de la native de la Martinique, lien évidemment avec entre Premier et Second Empire que Christelle a rappelé tout à l'heure, mais aussi finalement quelque chose qui était un sous-texte aussi qu'il y avait avec ce choix du matériau.
Je pense aussi qu'on ne doit pas oublier que c'est l'œuvre de Vital Dubray, qui a été un sculpteur extrêmement célèbre, qui a contribué en particulier au décor du Louvre. Il y a une quantité d'éléments décoratifs qui sont dus à ce sculpteur au Louvre. Et donc, la notoriété du sculpteur est un des facteurs intéressants dans la jeunesse de ce monument. On peut peut-être, si vous voulez, vous l'avez déjà esquissé, Clarisse et Dominique, passer de la commande à la question de la réception des monuments et de l'évolution de cette réception, des réactions au cours du temps. Que voulez-vous dire de l'évolution, en fait, de la réception des monuments publics au cours du temps, les uns ou les autres? Avez-vous des exemples particulièrement intéressant à apporter au débat sur l'évolution de cette réception? Je veux bien poursuivre. Je continue sur le cas de Joséphine, que je connais un peu mieux. Je pourrais dire que, on va dire que dans l'entre-deux-guerres à la Martinique, est marqué, on va dire, par le triomphe, on va dire, de la mythification de Joséphine, où on a dans les années 30 des reconstitutions pour l'exposition coloniale de la chambre de Joséphine à la Martinique. Elle va être glorifiée pendant les fêtes du tricentenaire, déjà dans une vocation, on va dire, touristique, c'est-à-dire qu'on veut faire aussi de Joséphine, on veut rattacher le nom de Joséphine à la commune des Trois-Îlets pour en faire un lieu touristique. Donc on va avoir vraiment une mythification de son image. Cela dit, dès les années 30, on voit dans la presse une gêne par rapport à la statue, on sent des réactions, on la met en comparaison avec la statue de Schulcher qui s'oppose, et c'est vraiment, on va dire, au XXIe siècle que la question même de la mémoire de Joséphine et de sa statue va être de plus en plus sensible. La statue va être, en 1974, va être déplacée dans la savane, un petit peu réorientée pour qu'elle soit moins visible par Aimé Césaire en 1974. Le domaine de la pagerie, lieu de naissance supposé de Joséphine, va subir une attaque de groupes de radicaux indépendantistes qui vont donc bombarder le musée qui se trouve aux Trois-Îlets. En 1990, vous avez 2 étudiants de l'école d'art de la Martinique qui vont recouvrir la statue de papier et qui vont l'encorder, la peindre en bleu. La municipalité va la protéger sous des échafaudages. Et puis, en 1991, elle va être décapitée par un commando anonyme. On voit qu'il y a vraiment… elle est toujours la cible de différentes attaques. Alors, j'avais proposé une photo également. On voit que les artistes, notamment les performeurs, je pense à une performance qui a eu lieu, alors je ne me souviens plus. Alors déjà, elle a été classée en 1892, mais je crois que c'était la performance Sarah Trouche qui en 2012 s'était mise entièrement nue, peint avec du roucou et qui, dans une sorte de performance cathartique, battait, fouettait Joséphine. Voilà. Donc, on voit bien que dans la Caraïbe, de manière plus large, ces tensions autour des monuments et de cette volonté de déboulonnage est en train. Et c'est le cas, pareil, à Trinidad. Ces statues qui rappellent la colonisation et l'esclavage ont particulièrement depuis les années 2010, ont subi de nombreuses attaques avec des volontés de militants de les déboulonner, de les faire disparaître. Voilà. Donc, ce sont des combats anciens et les événements actuels n'ont fait que réallumer la flamme de combats anciens militants, en fait. Voilà, je trouve que c'est particulièrement intéressant que vous déployiez comme ça le fil de l'histoire dans ces réceptions et ces réactions de militants. Je vais demander peut-être à la plupart des personnes qui viennent de nous rejoindre de bien fermer leur micro. Monsieur Ouvissavier
Et puis peut-être aussi Monsieur Rukongi, si les micros ne sont pas fermés, ça serait bien. Peut-être Cécile Fromont peut-elle poursuivre? Je la vois arriver, voilà, ouvrir son micro. On serait heureux de l'entendre aussi, hein, de vous entendre, Cécile, sur cette question de la réception. Oui, merci. J'ai essayé de lever ma main. Oui. Oui, je voulais rebondir un petit peu sur ce que Christelle disait à propos de la performance, parce que je pense que c'est un aspect qui est particulièrement important pour les monuments en général et pour celui de Joséphine aussi. Et en y pensant à plusieurs niveaux, d'un côté, sous un aspect un peu plus théorique, hein, de penser à la manière dont les monuments peuvent être pensés par le biais de ce que Diana Taylor conceptualisait comme l'archive et le répertoire, donc les monuments eux-mêmes, la statue, la pierre, le métal, etc., qui feraient partie d'une archive matérielle plus fixe, mais qui est aussi, bien sûr, animée par le répertoire, c'est de la mémoire incarnée qui est en dialogue avec cette archive, des fois en conflit même, mais à la conjonction de ces deux aspects de la construction de la mémoire, c'est à la conjonction de ces deux aspects se construit la mémoire. Et dans le cas de Joséphine, il y a non seulement il y a eu ces interventions artistiques, ces interventions aussi politiques sur la fibre même de la statue, mais la manière dont la statue est particulièrement connue d'un point de vue d'expression culturelle populaire, et pas que populaire à la Martinique, c'est dans les manifestations carnavalesques, où au moment où on arrive devant la statue de Joséphine, il y a une sorte de montée en puissance des festivités avec toute un répertoire, hein, c'est le cas de le dire, de chansons, etc., qui ont à voir avec ce moment-là. Et donc, cette relation entre la mémoire incarnée, et on peut penser aussi beaucoup du vocabulaire du carnaval à avoir avec une réflexion sur la période esclavagiste aussi. Donc, c'est un moment où la statue rentre en scène. Et en fait, dans beaucoup des débats et dans beaucoup des descriptions, c'est un moment qu'on a un peu perdu de vue aussi. Et par exemple, cette année, avec le Covid, le cas ne s'est pas posé, mais quand le carnaval reprendra, qu'est-ce qui se passera à l'endroit où était Joséphine ? Est-ce que la mémoire va être toujours là? Est-ce que ce moment d'apogée va se passer ou pas? C'est une question intéressante. C'est une question même passionnante parce que c'est une question qui donne des vies multiples, enfin qui pose la question de l'appropriation et l'appropriation de l'absence. Qu'est-ce que ça va donner effectivement? Est-ce que Dorcy Rumba voudrait enchaîner peut-être sur cette question de la réception? Oui, merci. Je voudrais juste enchaîner sur la réception. Alors moi, je suis dramaturge. Ce qui m'intéresse effectivement, c'est de voir comment ces monuments participent à la vulgarisation d'un récit. Et j'aimerais peut-être prendre une illustration avec un peu plus loin, où il y a une statue sur l'avenue Louise à côté juste encore plus loin que ça, encore plus loin, celle-ci. Précédemment, la fiche qui précède ici. La statue qui est à gauche se trouve à Bruxelles, sur l'une des plus grandes artères de Bruxelles, l'avenue Louise, une des avenues bien en vue et luxueuse. Et c'est une commande d'un artiste belge qui s'appelle Louis Samin, en 1895, et qui est une scène tirée du roman La case de l'oncle Tom. Donc, on imagine qu'à cette époque-là, cette œuvre pouvait paraître pour beaucoup comme progressiste, évidemment. Mais la lecture de La case de l'oncle Tom ayant elle-même évolué, aujourd'hui, on se retrouve avec une statue qui porte le titre de nègre marron surpris par des chiens. Et c'est une scène absolument violente où on voit un père et son fils
mordue violemment par des molosses. Et elle est très décriée, à la fois parce que le titre est beau, même les images. Mais il y a aussi que la représentation d'autrui, à chaque fois qu'on se balade dans une ville comme Bruxelles où il y a un passé colonial très présent, la plupart des figures que l'on voit justement des Africains ou de l'autre, on va dire, même quand c'est dans un récit progressif d'émancipation, par exemple, j'ai mis à côté justement de la statue de Thomas Ball, justement à Washington, où on voit, a priori, c'est une scène aussi qui est censée ne pas être raciste, mais où la représentation qui est faite, notamment ici des esclaves, les présente de façon dégradante, notamment comme des êtres soumis. Et c'est ici, effectivement, qu'il y a quelque chose qui change entre la commande et la réception. Et ce qui est intéressant, c'est que la réception va forcément toujours changer, parce qu'il y a quelque chose, c'est que le public change. Et quand le public change, les monuments subissent l'usure du temps. Et à chaque fois qu'on évoque ces événements du passé, et les représentations, et les récits qui sont liés surtout à la période coloniale, on parle immédiatement d'anachronisme, comme si les contemporains essayaient de plaquer une vision, leur propre vision humaniste sur une période peut-être qui ne l'était pas. Mais c'est une question intéressante. Comment est-ce que l'espace public serait-on condamné à être figé dans une lecture du passé? Les monuments aussi subissent l'usure du temps, et dans l'usure aussi, c'est la lecture finalement de l'événement qui subit l'usure, parce que les gens ne supportent plus de voir des scènes, ça peut être que ce soit des monuments, que ce soit des traces du passé, figées dans une lecture d'hier, alors que l'espace d'aujourd'hui est vécu et par des contemporains qui souhaitent se l'approprier. D'où la demande à la fois soit de déboulonner ces monuments ou de les vandaliser, c'est-à-dire de leur refaire le portrait. Donc, et là, effectivement, je crois que c'est un des motifs que l'on peut trouver dans les actes de vandalisme que l'on voit ici ou là. Merci. Merci beaucoup. La sculpture, le groupe auquel vous faites allusion à gauche, me fait penser aussi à un autre groupe qui se trouve exposé au musée de la piscine excusez-moi, à Roubaix, je te remercie, qui est dû à un sculpteur qui s'appelle Charles-Marie Félix Martin et qui, en fait, a eu une réception extrêmement ambiguë parce qu'il représente, en fait, il a un titre terrible, puisque ce titre, c'est La chasse aux nègres. Et en fait, il évoque aussi la casse de l'oncle Tom, mais surtout, ce titre est issu d'une citation d'un article anti-esclavagiste de la revue britannique qui relatait cette pratique courante dans les plantations américaines et françaises qui consistait à traquer les esclaves en leur envoyant des molosses dressés pour les mordre. Et on voit bien comment cette œuvre, qui se voulait une œuvre anti-esclavagiste, ne peut plus ou est très difficilement perçue directement avec l'intention qu'elle avait, parce que justement, elle est tellement violente dans sa représentation qu'elle est insoutenable et qu'elle est perçue pour l'inverse de ce pourquoi elle avait été faite. Alors, ce n'est pas une œuvre de l'espace public, c'est une œuvre de musée, c'est une sculpture d'une grande qualité artistique, mais je pense qu'elle provoque alors justement, elle provoque un autre débat qui est celui de la place de ce type d'œuvre dans un musée avec tout l'appareil pédagogique dont on peut l'entourer, qui n'est pas du tout la même que la place dans l'espace public. Vous voyez ? Et ce que vous disiez pour ces œuvres du passé dans l'espace public, ça me fait rebondir sur la question du fait que finalement, la valeur artistique, la valeur esthétique, la valeur formelle de ces monuments est complètement éclipsée par le retournement des valeurs, c'est-à-dire le fait qu'il nous est insupportable
de voir, de continuer à voir ce type d'œuvre. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat, de cette tension qu'il y a entre une œuvre d'un sculpteur, une œuvre d'art, et la question des valeurs qu'elle véhicule qui deviennent odieuses du point de vue de la réception? Que faire de ces œuvres? Oui, Dominique Taffin. Oui, en fait, il me semble que l'évolution finalement n'est pas vraiment linéaire. En fait, cette question de la réception, elle se joue à plusieurs niveaux. Il n'y a qu'à faire un peu d'introspection et de voir comment, en fait, selon son âge, sa catégorie socio-professionnelle, son éducation, etc., on peut évidemment recevoir et interpréter en fait une œuvre et lui prêter un sens totalement différent. Et comment, en fait, aujourd'hui même, justement, dans le débat sur ces statues, et je note notamment ce graffiti qu'il y avait sur la statue, je crois que c'est celle de Federer à Lille, si je ne me trompe, déboulonnons le récit officiel, qui était vraiment un manifeste. En fait, on voit comment des monuments que peut-être plus personne ne regardait, même ne savait qui était là, pourquoi il était là, en fait, sont réactivés, en fait, justement, par le fait même de l'action de la contestation, et qui fait que bien sûr, justement, cette inversion des valeurs, elle est là, mais elle n'est pas là pour tout le monde en même temps, puisqu'on a bien vu que les réactions aussi, elles sont de divers ordres. On a eu des réactions, évidemment, qui finalement disaient qu'on prêtait la même charge à la statue ou au monument, qu'on soit du camp de celui qui la contestait ou d'un camp de celui qui la défendait. Et puis il y avait un autre finalement régime, disons, de valeurs qui était prêté, qui était celui effectivement de ce régime, disons, un peu patrimonial. C'est une trace ou artistique, hein, et où d'ailleurs les deux combinés parfois, pas toujours, mais parfois aussi. Et donc, on a en fait tout ça quand même qui coexiste et qui coexiste parfois, et là, dans ces cas-là, évidemment, conflictuellement. Donc, on n'est pas donc dans une simple évolution linéaire, et évidemment ça a posé la question de changer le contexte de l'œuvre, donc notamment le déplaçant vers un musée où, comme vous le disiez, ça permettrait de lui mettre une contextualisation autour. On peut penser aussi à un exemple qui est celui de Tervuren. Alors là, c'est à l'intérieur du musée, mais comment ont été déplacées en fait des sculptures coloniales ethnographiques et qui ont été donc déplacées pour être mises dans une sorte de salle imitant une réserve accumulée pour justement les décharger justement du sens violent de représentation racialiste ou raciste qui était porté. Donc bon, est-ce que ça a réussi? Je ne sais pas. Enfin, c'est là aussi que ça serait vraiment intéressant du coup d'avoir des enquêtes auprès du public pour voir réellement comment du coup ils reçoivent ça, qu'est-ce qu'ils comprennent. Et si finalement on le comprend quand on connaît le processus qu'il y a eu de déplacement, mais quand on ne connaît pas ce processus de déplacement, est-ce que le sens du coup du déplacement enfin le résultat plutôt, donc le fait d'avoir déplacé finalement va permettre de comprendre ce qu'on veut dire par là, qui est que on peut reconnaître une valeur, disons, du bienfait, de quelque chose de bien fait à une œuvre, tout en disant que le message qu'elle porte, tel qu'on le reçoit aujourd'hui, n'est plus validé, en quelque sorte, n'est plus validé institutionnellement. Et donc, moi, je me pose aussi la question, parce que je ne suis pas sûre que ce soit si clair que ça aujourd'hui, que l'idée, par exemple, juste de déplacer dans un musée, ben voilà, ça va régler la question, mais bien évidemment, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que la capacité pédagogique du musée et de déployer des dispositifs pédagogiques de remise en question, de distanciation, d'esprit critique est infiniment plus forte que cette même capacité dans l'espace public. Donc le déplacement au musée, ça peut avoir un sens en mobilisant toutes les ressources pédagogiques. Mais je crois que Cécile Froment voulait ajouter quelque chose.
Oui, merci. Merci Dominique pour ton intervention. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pense on va rebondir, mais je voulais aussi revenir un petit peu sur l'idée de l'utilisation de scènes de violence dans la culture visuelle abolitionniste. Et d'un certain point de vue, on peut en parler en mettant en perspective peut-être une sorte d'utilité de cette imagerie à l'époque qui n'est plus acceptable maintenant. Mais je pense qu'il faut aussi au moins se poser la question de manière sérieuse de la place de la violence contre les esclavisés, même dans l'idéologie abolitionniste, que ce n'est pas un aspect qui est périphérique au discours, qui a été édifié et porté et illustré dans des proportions en matière de culture visuelle énormes, avec le diagramme du vaisseau Brooks, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose de vaste dans sa mise en place. Et donc, d'essayer de penser à ça et pas seulement de dire, bon, les choses ont changé, ce qui était acceptable à un moment n'est plus acceptable maintenant, mais de réfléchir de manière critique à même ce moment abolitionniste aussi. Et donc, ces statuts de violence contre des corps esclavisés, on peut en parler au moins d'ambivalence et de ne pas se cacher derrière un discours c'est un paradoxe où c'était un mal pour un bien. En fait, le même paradoxe qu'on peut voir dans les violences faites aux femmes aussi, dans cette ambiguïté d'anérotisme voilé qui en fait était une façon de procurer probablement une sorte de plaisir dévoyé à voir la violence faite aux femmes d'une certaine façon. Est-ce que Monsieur Rugamba veut, je crois, reprendre la parole et on pourrait aussi montrer d'autres œuvres que vous avez apportées? Oui, exactement. Je voulais juste apporter un témoignage sur d'autres voies possibles, en fait, sur cette question que faire de ces œuvres, en illustrant avec un monument érigé à la gloire de Léopold II à Ostende. Voilà, donc ça c'est une sculpture qui date de 1931, Galerie Royale à Ostende. Et effectivement, on peut penser que aujourd'hui, la figure évidemment de Léopold II est très polémique aujourd'hui parce que en Belgique, le passé colonial du roi Léopold II, les crimes dont il est accusé, en fait, qui ne sont pas encore reconnus parce qu'il n'y a pas une histoire officielle qui qualifie, par exemple, ce qu'a été la nature de son régime. Et tout ça fait débat. Mais déjà, en soi, un monument comme celui-ci, où le roi Léopold II, qu'on appelle le roi bâtisseur, où l'on voit à la droite le peuple belge qui le porte au nu, en fait, et lui-même quasiment dans une figure, dans une position divine. Et à la gauche, on voit effectivement d'autres représentations de Congolais qui, eux, le remercient effectivement pour l'œuvre civilisatrice dans le récit même de l'aventure coloniale. Sauf que, entre-temps, il y a un collectif d'artistes en Flandre qui a vandalisé l'œuvre en coupant la main, ici à droite, de l'un des personnages congolais, pour rappeler effectivement que le règne de Léopold II et surtout, on l'appelle le roi bâtisseur, qui a bâti en fait la Belgique en coupant, en créant des atrocités monstrueuses au Congo, parmi lesquelles justement les mains coupées liées à l'exploitation du caoutchouc.
Et je pense que c'est intéressant pour moi au niveau aussi artistique, c'est-à-dire dans les dégradations qu'il y a, dans le vandalisme que l'on trouve ici et là sur certains monuments, c'est aussi une quête d'une autre esthétique et d'un autre sens. Et la lecture du monument change du coup. Ce qui était un hommage à celui qui peut être considéré aujourd'hui comme un criminel, devient d'une certaine manière aussi un hommage aux victimes. Donc on remet la victime à l'ordre du jour. Et le monument sert aujourd'hui, parce que nos considérations ont changé, notre opinion sur cette histoire elle a changé, à permettre de rappeler effectivement ce qu'a été le règne de Léopold II. Donc c'est une lecture contemporaine qui s'oppose à la lecture d'avant. Et je trouve très intéressant, on peut le voir aussi d'ailleurs sur l'autre planche qui est la suivante avec le roi Baudouin, là, où là aussi on voit que ce n'est pas juste une dégradation ou un vandalisme comme ça, c'est qu'il y a une recherche d'une esthétique. Celui qui a fait ça pense aussi à l'œuvre plastique qu'il crée en vandalisant l'œuvre. Et il crée un autre sens, justement, c'est-à-dire que ce n'est plus une statue du roi Baudouin seulement, ça devient aussi le roi Baudouin qui crache du sang, dont la statue sointe du sang, et c'est beaucoup plus fort, parce que cette statue pouvait passer inaperçue pour les riverains. Aujourd'hui, quand on passe devant une statue pareille, on est interpellé, on va voir, on se demande qu'est-ce qui justifie un tel acte, et on va un peu plus loin pour finalement retrouver la figure de Lumumba qui est derrière l'acte de celui qui a vandalisé. Et donc, je trouve que condamner uniquement la dégradation des monuments ne peut pas se faire parce qu'il y a aussi une recherche d'une réinterprétation de l'œuvre. Je trouve que c'est particulièrement vrai dans cet exemple. Et je voulais juste vous demander, est-ce que vous savez depuis combien de temps cette intervention sur l'œuvre a eu lieu et depuis combien de temps on l'a laissée telle qu'elle? Pour la statue de Léopold II, c'est en 2004. Et le collectif a proposé à la municipalité de ramener la main si une plaque ou quelque chose est fait pour condamner ce monument. Ce que la municipalité n'a toujours pas autorisé, en tout cas, même s'ils disent nous condamnons le racisme, nous ne ferons rien sur le monument. Donc le monument reste ainsi, avec la victime avec la main tranchée. Ici, pour la statue du roi Baudouin, ça date effectivement, c'est très récent, durant les manifestations suite à la mort de George Floyd. Parce que ça serait intéressant, effectivement, je trouve, de conserver cet état qui manifeste vraiment un état de la réception, alors que, par exemple, dans la destruction de la statue de Joséphine, c'est, comment dire, ce qu'on voit exprime moins quelque chose de la remise en question de l'œuvre. Vous voyez, c'est parce qu'elle est complètement, le petit tas de pierres détruites n'a plus guère de sens. Alors que là, il y a un sens. Et puis, comme vous le dites, il y a une intervention qui, en plus, a été réfléchie en termes artistiques. Donc, c'est particulièrement intéressant. Est-ce que l'un d'entre vous veut reprendre la parole? Dominique Taffet, vous avez votre main levée. Oui, voilà. Oui, peut-être pour dire juste quelques mots justement autour de cette question un petit peu de la réinterprétation, de l'appropriation et finalement pour reprendre un peu l'idée, alors qui va peut-être faire son chemin, en tout cas qui a été lancé justement en Martinique comme une forme de réponse après donc la destruction de la statue de Joséphine Hetzel, donc puisqu'il y a eu 2 statues qui ont été détruites en juillet 2020, donc il y avait également une statue des années 30 représentant donc Belin Desmond-Buck, donc
le fondateur de la colonie de Martinique en 1635. C'était l'idée de la cannibalisation. Donc évidemment un concept à la fois du surréalisme tropical, puisque c'est emprunté à un texte écrit par Suzanne Césaire, qui est moins connu que son époux Aimé, et qui sans doute aussi faisait écho au mouvement anthropophage des Brésiliens, des Andrade, voilà, où l'idée véritablement justement de subvertir en cannibalisant en fait des traces et des manifestations coloniales. Et l'idée était justement, plutôt que de cette destruction effectivement qui était quand même pour ainsi dire, pas même mise en scène, enfin je veux dire, il y aurait pu y avoir quelque chose de l'ordre de une performance ou quelque chose comme ça dans cette attaque, enfin je ne sais pas pour lui trouver, enfin pour trouver une manière plus jolie de faire, mais c'est vrai que voilà, on n'était pas dans la même démarche, et cette idée voilà de cannibaliser, donc en enveloppant, en transformant, enfin je pense que Christelle a des exemples qu'elle va peut-être pouvoir donner de la Caraïbe aussi, il me semble que dans son PowerPoint là elle a des choses, voilà, c'est évidemment cette idée là du coup de subvertir le sens par des interventions, mais du coup qui ont une portée effectivement aussi de gestes voilà, qui dans le sens du coup aussi permettent de comprendre quelque chose. C'est ça aussi l'idée de voir le processus à l'œuvre finalement. Permettez, Christelle, j'ai remis une image que vous avez apportée et qui me semble très intéressante du point de vue du lien avec ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Simplement, je voulais dire quand même par rapport à Joséphine qu'on avait déjà eu cette étape, hein. Le fait qu'elle avait la tête coupée avec du sang qui giclait, on avait une démarche artistique. Donc, l'étape suivante, c'était peut-être la destruction, puisque la tête coupée ne suffisait pas, hein. On était déjà dans ce rapport-là et ça n'a pas suffi pour les militants qui voulaient absolument sa destruction totale. Alors je voulais mettre quelques exemples issus de la Caraïbe, que je trouvais intéressant de montrer qu'il y a eu aussi différentes réactions face au déboulonnage. Parfois, alors à la Barbade ou à la Jamaïque ou à Trinidad et Tobago, on a des différentes démarches. C'est-à-dire, autant en France, on a cassé presque sous forme d'ultimatum. Le public n'a pas eu le choix finalement, que dans les îles anglaises, on voit plutôt plusieurs étapes, et notamment sous la forme de pétitions. De pétitions, ça c'est intéressant, comme s'il fallait qu'il y ait une validation aussi du peuple, qu'on signe pour une demande. Et là encore dans la Caraïbe, on a des démarches qui sont anciennes. Par exemple, j'ai mis l'exemple de Trinidad et Tobago, puisque déjà en 2014, dans le parc Georges V, qui avait été déjà rebaptisé parc Nelson Mandela, on avait eu des attaques contre la statue de Georges V. Et là, avec la crise et puis donc l'effet mondial de déboulonnage, il y a eu 8000 signatures en moins d'une semaine de militants. Et puis l'empaquetage, les militants n'ont même pas attendu le résultat, ils ont empaqueté la statue avec toujours la présence du rouge, hein. Le rouge sang, avec des écrits, des tags, des écrits meurtriers, etc. Et également, on a eu pas mal de... Alors là, c'est Christophe Colomb, mais on a eu aussi des statues de Georges V. Et on a eu le même phénomène aux Bahamas, où la question de Christophe Colomb, notamment par les anciens Amérindiens, qui trouvaient insupportable la présence de toutes ces statues qui rappelaient donc le massacre des Amérindiens. Alors le cas peut-être le plus intéressant, c'est celui de la Barbade, avec la statue d'Horatio Nelson, qui avait été érigée donc en 1813 sur la place des héros, hein, un héros à Bridgeton, et qui avait déjà subi de nombreuses attaques, déjà en 2017.
Alors là, c'est pas la statue en soi, hein, parce qu'on a une statue assez classique, mais c'est le lieu même sur le port de Bridgeton qui était hautement symbolique, puisque les esclaves débarquaient des bateaux arrivés d'Afrique, et il y avait même un cachot qui se trouvait là. Alors là, c'est une façon différente d'aborder le déboulonnage. Il y a eu pétition également. Et puis, là, on va dire que la municipalité a pris les devants. Il y a eu les télévisions et la statue a été déboulonnée sous l'acclamation de la foule et amenée au musée de la Barbade. Donc là, c'est une autre façon d'aborder. Donc, pétition, puis déboulonnage dans les règles avec l'arrivée de la statue dans le musée. Et puis, ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a aussi d'autres endroits où il n'y a pas eu de réaction. Parce qu'on parle du déboulonnage, mais sur le même phénomène, je pense à la Jamaïque, qui avait déjà fait un travail plus ancien, où il y avait déjà dans la statuaire monumentale des grandes figures jamaïcaines, comme Bob Marley, Marcus Garvey, etc. Et il n'y a pas eu ces réactions. Et je pense également en Guadeloupe, où il y a aussi des statues de Schulcher qui n'ont pas été déboulonnées. Et alors peut-être, ça c'est une réflexion à porter, peut-être que le rôle de la pédagogie des musées, peut-être, je pense en Guadeloupe par exemple, puisqu'il y a donc le Mémorial Act, peut-être qu'il y a eu un moyen aussi de la population de parler de l'esclavage, de travailler sur les symboles, qui a peut-être été, je ne sais pas, pourquoi certains ont réagi et pas d'autres, je ne sais pas, mais c'est une réflexion à avoir peut-être. Voilà. Merci Christelle de ces exemples très, très riches. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir à nouveau? Je crois que Monsieur Rugamba, vous avez levé la main. Non, on ne peut pas sur ce... J'avais levé la main auparavant, donc je laisse passer la parole. La main est restée, en fait, ça n'est pas grave. En fait, le temps passe vite, il est déjà 7h30. J'aurais voulu soulever la question, en fait, peut-être pour terminer, de la possibilité qu'il y avait aujourd'hui à réaliser des monuments, et en particulier des monuments à l'abolition de l'esclavage, de manière réaliste. Ma question, ça serait, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que la sculpture contemporaine peut encore réaliser un hommage public dans un langage plastique figuratif finalement? Est-ce que la sculpture, autrement dit, peut encore assumer le rôle de la commémoration, ou bien est-ce qu'il faut aujourd'hui se tourner vers d'autres arts? J'observe qu'un certain nombre de monuments commémoratifs aujourd'hui se tournent vers l'architecture ou bien réunissent en un même langage plastique, sculpture et architecture. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet? Peut-être dire un petit mot qui peut peut-être servir de transition aussi entre ce dont on parlait et votre nouvelle question qui est importante. C'est aussi de ne pas oublier la dimension spirituelle et religieuse qui a joué dans cette série d'interventions sur les monuments et notamment dans la destruction de Joséphine. Donc, si on voit les choses d'un côté purement matériel, le fait qu'elle ait été complètement détruite, on oublie ou on ne voit pas le fait que il y avait aussi un pouvoir qui avait été attaché à cette matérialité de l'objet. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas rester, notamment en partie. Et en tout cas, c'est une partie des discours des militants qui se sont réclamés être les auteurs de sa destruction. C'est qu'ils trouvaient qu'elle portait en elle un pouvoir néfaste de par toutes les associations qu'elle avait à ce passé difficile, mais un passé qui n'est pas seulement imaginé comme histoire et comme politique, mais aussi comme spiritualité et qui importait pour pouvoir justement se libérer de ce passé, mais d'un point de vue spirituel, sinon religieux aussi. Oui, merci Cécile.
Peut-être Clarisse veut-elle reprendre la parole avec ces deux images qu'elle nous a proposées, celle-ci. Oui, avec plaisir, oui. En réfléchissant justement aux limites, c'est les limitations vraiment de la sculpture aujourd'hui et du langage figuratif, je pense qu'il y a différentes avenues qui ont été proposées par les artistes. Ici est un exemple, Candy Wiley, de la Rumors of War, qui est aujourd'hui à Richmond, est un exemple assez intéressant d'un artiste qui s'approprie le langage du prototype du héros équestre, hein, soit érigé en haut du piédestal ou soit à cheval. Et c'est assez intéressant parce que cette sculpture est située en face du musée, le Virginia Museum of Fine Arts de Richmond, à quelques pâtés de maison de Monument Avenue, qui est une avenue où sont érigées toutes les statues dont vous avez sûrement entendu parler dans les actualités à ces généraux confédérés. Donc là, il remploie un langage très connu en érigeant un jeune homme noir qui porte des sneakers, un sweatshirt, et donc il y a en fait une sorte de clin d'œil pour se réapproprier un langage figuratif en même temps en transformant son sens. Et notamment ces limitations justement du prototype du héros, c'était très intéressant dans la présentation de Christine Lozère, justement la place du héros. Et je pense que souvent le langage figuratif du 19e est vraiment autour de cette question. On commémore un héros et comment aujourd'hui commémore-t-on une collectivité? Et c'est toute la difficulté avec un langage figuratif. Et cette image ici vous montre un monument qui a été inauguré très récemment, l'été dernier, sur le campus de University of Virginia. Donc, on est là à Charlottesville, pas très loin de Richmond. Et c'est un monument to the enslaved laborers, donc tous les travailleurs pris en esclavage qui ont participé à la création de l'université, de cette université très prestigieuse de Thomas Jefferson. Et ici, on voit bien que le parti pris du monument est vraiment architectural dans ce sens-là, mais la figuration a été remplacée par les mots. Et donc, ce monument, c'est vraiment accompagné d'une recherche importante des personnes qui avaient participé à sa construction. Et vous voyez sur l'image en bas à droite de certains termes qui sont gravés dans le granit. Alors, ce sont soit les noms des personnes qui ont été retrouvées, ou sinon, on voit daughter, servant. Donc, même quand ces personnes sont anonymes, on inscrit une trace et c'est souligné du fait que si on arrive petit à petit à retrouver, à identifier ces personnes, leur nom va être rajouté au monument. Donc, c'est vraiment devenu aussi un monument participatif dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, le monument commémoratif contemporain s'adresse vraiment au public. Le public participe au sens du monument. Et ici, comme vous le voyez, ce sont deux cercles concentriques. Donc, on peut rentrer dans le monument et faire toute une déambulation dans un historique en voyant ces marques sur le mur. Et la photo en haut à droite vous montre aussi que quand il pleut, ces marques se transforment en quelque sorte en larmes qui coulent sur la paroi. Donc, il y a aussi tout l'aspect symbolique du monument et avec une recherche, oui, un petit peu différente du langage traditionnel figuratif. Merci beaucoup, Clarisse, de l'opposition très fructueuse entre ces deux exemples de monuments contemporains. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite compléter avant peut-être qu'on passe la parole à la salle? Oui. Oui, Dorcy Rukamba. Oui, sur cette question, en tout cas pour répondre à la question concernant est-ce que la sculpture, en tout cas les arts figuratifs, ont-ils leur rôle? Bien sûr, parce que quand on parle souvent soit de l'esclavage, des crimes coloniaux qui sont en débat justement, c'est que
il y a, je voudrais peut-être prendre la planche avec Basquiat, c'est qu'il y a une violence symbolique qui est liée à ces crimes. C'est-à-dire que dans la création de l'autre, dans la figuration de l'autre, par tradition, il s'est développé un certain type un langage graphique aussi, qui a fini par emprisonner certaines catégories dans une représentation. Et c'est ça aussi qui fait débat dans l'espace public, souvent dans les caricatures. Et on le comprend très bien quand on regarde l'histoire. Quand on regarde l'histoire, on sait que, par exemple, l'antisémitisme a créé une figure, un personnage du juif et qu'on peut retrouver dans un dessin ou dans une représentation. C'est la même chose, par exemple, de l'africain, qu'on peut retrouver dans certaines représentations. Ici, effectivement, par exemple, j'ai pris cet exemple qui est une réinterprétation du tableau de Manet par Basquiat, où la servante n'a pas les traits, on va dire, que l'on montre souvent dans les caricatures racistes, mais c'est toujours, très souvent, une vision eurocentriste, où les personnages se retrouvent soit à la périphérie, en tout cas pas au centre du sujet. Et le travail qui est fait ici par Basquiat montre toute la force et la nécessité de renouveler le langage aussi figuratif, de faire en sorte que les gens d'aujourd'hui qui se sentent, à raison d'ailleurs, dans l'espace public mal représentés, puissent trouver des œuvres, un travail par des artistes qui sont des artistes aussi visuels, qui leur permettent oui, d'avoir cette réparation symbolique nécessaire pour rendre l'espace public beaucoup plus salubre. Et je n'ai pas trouvé, évidemment, d'exemple de sculpture, je pense qu'il y en a, mais ça illustre en tout cas la nécessité des arts visuels de participer à ce travail de mémoire et de réparation. Merci beaucoup. Si je peux, juste pour, très rapidement, pour répondre un petit peu, je pensais à cette question de la représentation des populations et la manière dont, quand on réfléchit à la statue de Victor Schœlcher qui était à Fort-de-France avec le personnage esclavisé, infantilisé, la statue ne s'arrête pas là dans sa situation dans l'espace public à Fort-de-France. L'infantilisation ne se dirigeait pas seulement à cet enfant dans la statue, mais à toute la population de la ville qui s'affairait autour de la statue. Donc, ça fait aussi partie de ça. Cette dimension faisait aussi partie des revendications. Donc, je pense que c'est important, comme mon collègue vient de le dire, de voir les statues dans leur plus grande perspective. Et cette demande de représentation positive fait aussi partie de cette conversation, en fait, entre les deux côtés de l'œuvre. Merci beaucoup. Est-ce que maintenant, on peut envisager de passer la parole à la salle? Merci beaucoup. Tout le monde éteigne son micro quand même, pour l'instant. En effet, un très grand merci d'abord à tous les intervenants. Je pense que le débat a bien montré comment il y avait des paroles qui pouvaient s'échanger sans chercher à des justifications, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si on n'est pas tous d'accord. Et plutôt que de taire les problèmes, il vaut mieux en parler et les affronter. Juste pour régler un petit peu le débat, parce qu'on a 15 minutes, ça serait bien si les personnes posent des questions courtes ou fassent une intervention courte, et si les réponses sont un peu plus longues que les questions, mais aussi également courtes. Il y a un peu de jeu. Voilà, je ne sais pas, moi je ne vois pas qui peut lever la main.
Je vois qu'il y a Honoré Mandy qui s'affiche. Est-ce qu'il veut intervenir? Ou c'est d'autres? Est-ce que Claire, tu vois qu'il lève la main? Non, pour l'instant, je ne vois que la main de Dorcy Rugamba, mais je pense qu'elle est restée de sa précédente intervention, même si nous serions ravis qu'il reprenne la parole. Alors, est-ce que justement, Christelle Lozère aux Antilles, est-ce que vous voyez la question qu'a posée Claire est assez importante? Et aussi ce qu'a souligné Cécile et Dorcy, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un autre paysage monumental, j'allais dire, pour qu'on puisse peut-être à la fois banaliser des statues du passé et éventuellement les accepter ou les accepter sous une autre forme. D'où, du coup, recréer d'autres statues. Comment aux Antilles, on pourrait, le jour peut-être où on acceptera que Christophe Colomb, par exemple, mettons, je vais être un peu provocateur, et juste une découverte, comment on pourrait faire de nouveau une statue pour Christophe Colomb? Est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible? En sachant, en ayant éliminé en quelque sorte le côté de la mémoire, d'accord, et en gardant ce côté justement qu'a souligné Cécile de l'importance quelque part des archives, de ce qui est visuel, de ce que l'on voit avec des matériaux, du bronze, de la pierre. C'est assez frappant. Dans les statues, on est en gros, on joue entre, pour notre sujet, on joue entre le blanc, le noir et le rouge. C'est aussi quand même des significations assez fortes. Ou la main mutilée, c'est aussi une signification assez forte. Est-ce que ce serait possible de refaire de nouveau des statues, en fait, comme avait proposé Claire? Alors, je vais simplement d'abord citer un exemple que j'ai déjà un peu cité, c'est la Jamaïque, où le travail a été déjà initié depuis plusieurs années, où ils ont fait le choix de changer les héros, justement. Et on voit que la Jamaïque n'a pas eu tant de crise que la Martinique. Donc, il y a bien fait de changer les héros, et notamment on voit bien que ces phénomènes s'observent dans les grandes villes, hein, Fort-de-France. Quand on arrive, c'est le port. Il faut vraiment voir comment les statues étaient présentées. La statue d'Esnambuc, c'est vraiment le cœur de la ville. Également Joséphine. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire de réflexion, de savoir qui on a envie de mettre pour représenter la ville. Et c'est vrai qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, la figure de Desnambuc, de Joséphine, n'ont plus de sens. Il y a quand même des héros martiniquais qui ont aujourd'hui des contemporains je pense à Césaire ou bien d'autres, qui auraient largement plus leur place. Alors, je pense que quand déjà ce travail aura été fait, ça permettra après peut-être de penser, de faire la sélection de ces héros et puis de réfléchir à d'autres figures de héros plus anciens. Cela dit, la statuaire de Christophe Colomb, elle est toujours très présente, parce que c'est que le centre-ville de Fort-de-France, mais on a encore plein de figures de Schœlcher, on a des statues de Christophe Colomb qui sont encore mis en place dans les communes, ou dans les musées, donc leur présence est toujours là. Et ces statues n'ont pas été vandalisées. Donc, je ne sais pas si vraiment on aurait besoin d'en refaire, alors qu'il y en a déjà qui sont conservés dans les musées. Voilà. Parce qu'il y a vraiment une nécessité. Plus de mettre en valeur les héros contemporains. Oui, je pense que ça, c'est la priorité. Merci. Juste, je ne souhaitais pas en refaire d'autres de nouvelles. J'aurais qu'on soit bien clair. C'est juste savoir. Alors, je ne pensais pas qu'il y en avait autant, et je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal, enfin, c'est comme ça, en tout cas, c'est un état de fait. Et de voir comment des héros qui ont des personnes historiques, pas des héros, qui ont des personnalités en effet ambiguës à cause des conséquences de leurs actes, si éventuellement dans un futur, comment on pourrait les refaire. Et alors, ce que vous m'avez dit sur la Jamaïque est intéressant. Pourquoi la Jamaïque, ça s'est mieux passé? Est-ce que parce qu'il y a une histoire coloniale qui est enseignée différemment? Est-ce que le rapport à ce qui était l'ancienne métropole est différent? Enfin, voilà. La Jamaïque est indépendante donc, depuis 1962. Donc déjà ça, il y a eu un gros travail de mémoire et de réflexion qui a été initié dès le départ. Voilà, donc ils ont fait ce travail et effectivement, on voit bien que là-bas, il n'y a pas eu tous ces débordements. Ils ont vraiment
ils ont pensé leur espace public en mettant les grandes figures du passé et contemporaines mis en valeur. Et donc, je pense que ça a apaisé la population, tout simplement. Donc, c'est peut-être à nous aussi de faire ce travail aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a envie aussi de montrer de la Martinique? Quelles sont les grandes figures, Martinique, Guadeloupe ou Guyane, quelles sont les grandes figures qu'on a aussi envie de mettre en avant aujourd'hui? Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit enlever toutes les figures de toutes les statues de Joséphine. Il y a le musée de la pagerie, il y a des lieux, il y a des musées où on doit parler de ces grandes figures. Mais là, on est dans le centre-ville, c'est-à-dire voilà, quelle image on a envie de donner du contemporain. Et je crois que la période a fait que ça nous a poussé. Finalement, ces statues, je rebondis sur ce qu'a dit Cécile, mais la vérité presque, c'est que personne ne voyait ces statues. La statue de Schœlcher, la main était toute cassée, enfin, je veux dire, personne ne les regardait, ces statues, hein, on les avait complètement oubliées. Et c'est le phénomène d'aujourd'hui qui a fait qu'on en parle et qu'il y a une réflexion poussée, mais autrement, elle tombait en ruine, hein, tout le monde s'en fichait. Hein. Donc, le déboulonnage se faisait par le temps, tout petit à petit. Oui, justement, pour un peu rebondir sur ce que dit Christelle, j'avais noté en fait une petite phrase que Michel Melot avait, enfin donc je ne veux pas sortir de son contexte parce que sa phrase résume son propos, donc dans un article qu'il avait donné dans les cahiers de médiologie en 99, il disait que le sort normal d'un monument, et l'on pourrait dire sa dignité, serait de ne devoir son salut qu'à ceux qui en ont l'usage. Nul risque alors qu'il ne s'écroule sans provoquer l'indignation et le scandale. Ce qui peut dire aussi, à contrario, que les monuments pourraient s'écrouler sans scandale si justement ils n'ont plus cette dignité qui est celle de l'usage pour lequel ils ont été faits. Je crois que c'est vrai que là, dans un cas comme dans ces cas qui sont des monuments commémoratifs, ces statues, c'est-à-dire que ce sont des monuments intentionnels, hein, si on reprend les valeurs, les différents types de valeurs affectées aux monuments, alors entendu par contre au sens large, hein, que ce soit des monuments du bâti que des monuments donc commémoratifs. Là, on est en l'occurrence dans des monuments intentionnels et évidemment, ils ne disent pas l'histoire. Je crois que ça, c'est quelque chose, ils disent, enfin, ils sont une forme de récit d'histoire, c'est ce que nous disait Dorcy tout à l'heure. Et aujourd'hui, moi, ce qui me semble qu'il faut vraiment qu'on voit, c'est pas simplement de se poser la question quel statut je vais mettre éventuellement à la place d'eux, ou est-ce que celle-là, je peux la garder. C'est véritablement d'envisager les choses de façon plus systémique, donc le paysage déjà urbain, mais encore plus, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde quand même saturé d'images, où du coup, ce qui crée de la mémoire, c'est aussi ce qu'on voit sur nos écrans, c'est beaucoup d'images animées, voilà, et donc quelque chose de fixe et d'immuable comme une statue, du coup, se trouve dans un ensemble en fait, voilà, d'images. Enfin, donc ça n'a plus exactement la même portée. Je pense qu'on doit du coup peut-être penser les choses aussi comme ça. Et ça me fait aussi penser finalement à une notion, alors que Patrick Chamoiseau a beaucoup promu, enfin en tout cas dans le sillage d'Édouard Glissant, et qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans pas mal d'interrogations d'artistes contemporains, je pense notamment à Boltanski, c'est finalement la question même du statut de la matérialité de l'œuvre d'art, tout simplement. Chamoiseau parle de traces mémoire, et finalement il oppose la parole qui permet d'avoir une mémoire en quelque sorte incorporée au monument qui a une forme d'extériorité par rapport aux gens. Et ça, voilà, c'est un peu aussi la même idée que, ben voilà, finalement, est-ce que la question de la mémoire, effectivement, aujourd'hui, on peut la porter à travers uniquement des monuments commémoratifs, ou penser qu'en tout cas, c'est là le véhicule principal pour l'instituer en quelque sorte et lui permettre d'être transmise aux générations futures. C'est une première question que je me pose. Voilà, et donc
voilà, moi, ce que je me dis, c'est que c'est vrai qu'il y a la question des statuts. Alors, il y a la question que Claire Barbillon soulevait aussi, c'est est-ce que aussi pour matérialiser cette mémoire, c'est plus l'architecture qui peut le faire? Et ça, c'est vrai qu'on en voit un certain nombre d'exemples. Hein. Sur la question de l'esclavage, on a le mémorial de Nantes qui en est un exemple, mais en Guadeloupe, on a le Mémorial Act lui-même qui en est un autre exemple. J'ai entendu parler aussi d'un projet de musée mémorial du terrorisme, donc qui serait justement non pas une œuvre, disons, sculpturale, mais plutôt donc justement un bâtiment, donc parce que ça permet de mettre de la médiation, ça permet d'avoir une évolution aussi, tout simplement dans ce qu'on montre. Donc ça aussi, c'est un élément aujourd'hui qu'on prend en compte hein, dans cette notion du mémorial. Donc voilà, c'est certain qu'il y a un gros challenge en quelque sorte sur le monument sculpture, mais qui reste quand même souhaité par un certain nombre de gens. Il n'y a qu'à voir effectivement toute la palette de sculptures figuratives, hein, de personnages, représentant des personnages, comme ceux qu'on a vus érigés notamment dans la vague du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, avec par exemple la statue de Solitude ou les statues d'Ignace, de Delgrès, enfin voilà, donc des monuments à de nouveaux héros. Donc on voit qu'en fait, c'est vrai qu'on a quand même aujourd'hui beaucoup de directions possibles sur cette question, à mon sens, du mémorial, sans compter la renaissance de la liste, de la question justement du texte, tout simplement, du texte, donc que ce soit des noms, les listes de noms qui se sont beaucoup développées dans le sillage aussi des mémoriaux, notamment de la Shoah, hein, que ce soit en France ou aux États-Unis, et également sur la question de l'esclavage dans pas mal de lieux aux États-Unis. Voilà. Dorcy, vous voulez peut-être intervenir, vous qui oui, juste que la pierre. Oui, voilà. Bon, sur cette question justement de Christophe Colomb, je crois que c'est moins la présence des statues de Christophe Colomb qui pose problème, mais c'est surtout leur curation en fait. C'est-à-dire que ces statues et monuments sont des éléments de mise en scène d'un récit. Et si ce récit change, évidemment, comme ça a déjà été fait par certains historiens, il me paraît fondamental. Non pas justement parce que d'ailleurs, quand on pense à tout ce débat, il y a une autre voix qui parle de cancel culture. L'idée n'est pas d'effacer l'histoire, mais plutôt de la représenter d'une autre manière. Et aujourd'hui, si on représente en tout cas cette période, cette époque, il me paraît impossible de faire abstraction d'un personnage aussi central que Christophe Colomb. Mais si aujourd'hui la question c'est de savoir maintenant comment le représenter dans une lecture nouvelle. Je pense par exemple au travail qui avait été fait par un historien qui s'appelait Howard Zinn, qui avait écrit cette histoire, l'histoire populaire des États-Unis, en montrant et en situant Christophe Colomb d'une autre manière. Et je crois que c'est le travail qui devrait pouvoir être fait, qui est d'ailleurs le même pour le spectacle vivant, pour les gens du théâtre par exemple, comme ceux des arts visuels. Effectivement, voilà, c'est un autre récit et d'autres images et un autre imaginaire qui doit être pensé, proposé et qui correspond tout simplement à la lecture des contemporains. Merci beaucoup. Claire, je te laisse, je crois que c'est les 20 heures, on a évoqué beaucoup de questions. Claire, je te laisse peut-être… Laurent, bien. Oui, je l'avais pas vu. Merci, je ne sais pas si nous avons le temps, je vais essayer d'être très bref. Merci vraiment à tout le monde pour ce débat extrêmement riche et passionnant parce qu'on voit que effectivement ça pose de nombreuses questions qui interrogent les pratiques et les regards des historiens de l'art. Pour aussi où on voyait
des questions apparaître sur la fonction des historiens de l'art pour expliquer, pour commenter, pour ajouter des inscriptions. Bon, ça me paraît effectivement très intéressant, mais peut-être faudrait-il, c'est une question que je soumets, peut-être faudrait-il demander en fait à des artistes, on a vu des exemples d'interventions artistiques, de performances, etc. Mais peut-être faudrait-il demander à des artistes de relire et de reformuler ces monuments, et non pas de les effacer, parce qu'évidemment, c'est pas la bonne solution. Donc, les reformuler et avoir une politique de commande publique, comme on a eu une politique de commande publique pour ériger ces monuments, mais avoir une politique de commande publique qui propose une pluralité, la pluralité qui restitue finalement la pluralité des regards sur ces œuvres. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut encourager une politique de la part des municipalités, voire des États, pour donner une autre lecture de ces monuments? Est-ce que je peux prolonger la question, parce que j'avais levé la main juste en même temps, exactement dans le même sens, en disant au fond, nos intervenants nous ont donné beaucoup d'exemples de réappropriation, comment faire sur le territoire national ou en Europe pour la prévention du vandalisme, faire en sorte le travail qui est, enfin le message que souhaitent faire passer les personnes qui font ces destructions et ce vandalisme passe par d'autres moyens, et que nous, historiens d'art, professionnels du patrimoine, nous faisions en sorte que ces objets, ces œuvres d'art soient préservés avec tout leur sens, et effectivement en cherchant, dans le sens qu'a dit Laurent, une réappropriation et un nouveau message à travers ces œuvres. Je rappelle aussi la mémoire de la sculpture de Schulcher à Cayenne, sculptée par Barrias en 1896. Je crois que vos deux interventions, puisqu'Olivier m'a fait l'amitié de me dire de conclure, vos deux interventions auxquelles je souscris pleinement sont les conclusions d'un débat qui ne peut pas être fermé, qui est nécessairement ouvert. La réponse proposée par les musées, par le déplacement de certaines œuvres dans des musées qui assurent leur protection sur un plan matériel, patrimonial et artistique, n'est évidemment pas la seule réponse, parce que ça serait une façon de les déposséder de l'espace public qui a fait partie de leur projet initial, mais je ne saurais trop souscrire à la suggestion de Laurent Baridon, qui en appelle en fait aux artistes contemporains pour compléter, pour s'exprimer également dans l'espace urbain, afin que ce langage si particulier qu'est le monument public puisse perdurer tout en créant débat, naturellement. Olivier Bonfait va peut-être avoir le mot de la fin, puisque nous lui devons ce passionnant débat. Et en tout cas, je vous remercie tous. C'était pour moi un plaisir et un honneur de faire la connaissance de certains d'entre vous et de retrouver d'autres collègues. Je suis particulièrement heureuse aussi que ce soit mélangé les générations et les différents aspects de ces professions qui font aussi la richesse du CFHA, c'est-à-dire le face-à-face entre les responsables des collections patrimoniales, des collections publiques, les universitaires et toutes les formes d'exercice de l'histoire de l'art qui sont beaucoup plus larges encore que ce que je viens de dire. Bonsoir. Bonsoir Claire, merci beaucoup. Une histoire de l'art qui est aussi ouverte à la création, comme l'a montré à la fois notre demande, la demande de Laurent, et aussi comme l'a montré les interventions de Lorcy. On verra, on avait pensé au début faire 2 débats. Pour des raisons techniques, on a fait un seul, mais finalement, on voit que la question amène naturellement de discussions dans un libre-échange qui reconnaît et qui accepte en quelque sorte toutes les positions et qui cherche juste à les comprendre. Et voilà, et c'est sur cette parole un peu simple peut-être qu'on va finir ce débat. Je vous souhaite un grand merci aux intervenants. On essaiera de donner une suite à ce débat. La chat aussi, la conversation, pour employer un mot français, on va dire, a été aussi assez fournie avec des points de vue qui se sont signalés, des exemples qui ont été aussi mis en avant, qui vient de montrer qu'il y a là un vrai problème que je crois, c'était le but du débat du CFHA, qu'il faut essayer d'affronter en parlant et en dialoguant plutôt qu'en émettant un point de vue en quelque sorte monocorde en haut d'une situation et qui ne permet pas de faire avancer et la préservation des monuments et aussi
de composer un autre paysage monumental, en quelque sorte, acceptable pour tout le monde et pour tous. Merci beaucoup à toutes et à tous et très bonne soirée. Et un très grand merci aux intervenants. On était connectés des États-Unis, de la Belgique, de l'Amérique du Sud et de différents coins de Paris. Au revoir. Allez, écoute-moi.